Bonsoir. Il ne fait aucun doute, ces dernières années auront été assez éprouvantes pour le monde entier. Entre choc pétrolier, crise sanitaire et tout récemment la crise russo-ukrainienne, chaque continent, pays, entité, organisme, environnement, entreprise a dû se réinventer. Les uns ont pu se relever, d'autres chancellent encore et inévitablement, il y a eu des morts. Pas que physiques, mais également institutionnelles. Elle n'est pas encore passée la zone de turbulence. Les pilotes sont-ils prêts, expérimentés et donc assez calmes et posés, même stratèges pour assurer un bon vol et un bon atterrissage à leurs passagers? Sinon, comment s'adapter? Les stratèges disent que gérer, c'est prévoir, anticiper, planifier. Loin des concepts, comment mettre tout ceci en application dans un monde où les situations imprévisibles et même inconnues se multiplient? La résilience des dirigeants en période d'incertitude nous intéresse ce soir. Notre hôte est un pilote qui nous dira si dans ce ciel instable, son avion et ses passagers sont calmes et sereins. Président directeur général du cabinet de formation et de coaching Go Ahead Africa, son objectif est de contribuer au développement de l'Afrique en renforçant les capacités de ses acteurs de développement. Titulaire d'un master en management international de l'IAE Poitiers, c'est en France. Il est également titulaire d'un diplôme sur la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable de l'Institut de la Banque mondiale. Auteur et formateur en leadership, le pionnier de l'impactitude est notre invité ce soir. Roland Kouemen est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir Roland et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Oriane et merci de l'invitation. Alors dites-nous de façon générale, l'environnement aujourd'hui, quel diagnostic faites-vous? Quelle analyse de cette année 2024? Je dirais que vous avez très bien planté le décor. Je pense que la situation est assez préoccupante. Il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Donc, là, dans l'introduction de l'émission, vous avez parlé, par exemple, de la guerre russo-ukrainienne. Vous avez parlé de la situation sécuritaire dans la plupart des parties du monde. Et si on veut, on va parler de l'Afrique, surtout qui est notre passion et le continent qu'on connaît et qu'on sait. Il y a, si on veut aller sur le plan typiquement camerounais, une crise sécuritaire au nord du Cameroun depuis pratiquement 7-8 ans. Il y a la crise dite anglophone, dans la crise Nosso, depuis 6 ans. Il y a des tensions sociopolitiques réelles depuis l'élection en 2018. Et là, on va en 2025. Il y a eu Covid qui est passé, qui a laissé des traces. Covid n'a pas seulement eu des morts physiques, mais des entreprises ont disparu, d'autres entreprises sont vraiment toujours en difficulté. Donc voilà un tableau qu'on peut dire sombre. Il y a le carburant qui a aussi augmenté 2 fois en 2 ans. La hausse des carburants pour être de façon spécifique parler du Cameroun. Et il y a aussi une crise économique réelle où on a aujourd'hui des entreprises qui sont vraiment en difficulté. Donc face à ce tableau, le dirigeant économique, le dirigeant d'entreprise doit continuer à produire, doit continuer à payer les impôts, doit continuer à payer les salaires, doit continuer, bref, à survivre. On est vraiment en mode de suivi. La plupart, et on peut regarder que ce soit les rapports économiques, que ce soit les discours même des dirigeants dans l'intimité, que ce soit même l'observation d'une personne lambda. Quand on regarde autour de nous, on se rend compte que la vie est de plus en plus chère. Là, pour parler de façon triviale. Mais la vérité, c'est que les show must go on. C'est-à-dire, on fait tout ce diagnostic. Et puis quoi? Il faudrait continuer. Donc, face à ça, je pense que le mot utilisé et qui est un mot extraordinaire, c'est la résilience. Parce que l'entreprise a plusieurs finalités. On va dire 3 finalités. La première finalité de l'entreprise, c'est de créer le profit, de faire du profit. On crée un business parce qu'à la fin, il faudrait qu'on ait un retour sur investissement. La seconde finalité est une finalité, je dirais, sociale. L'entreprise est un acteur social parce que voilà, ça crée de l'emploi,
Et l'emploi donne la dignité. C'est-à-dire, vous allez voir peut-être pour avoir 1 ou 2 mois de retard de salaire, mais vous allez toujours au boulot. Si vous arrêtez d'aller, vous allez développer des pathologies et tout. Donc, il y a la dignité. L'emploi, c'est la dignité. Il y a une autre finalité, c'est une finalité aussi qui permet à l'État de pouvoir avoir des ressources. Parce que l'entreprise, ça paye les impôts. Oui. Donc, et c'est de regarder par rapport à tous ces enjeux, ça fait que le dirigeant a un niveau de responsabilité et de stress jamais imaginé. Et c'est dans cet environnement où nous, on arrive, où on doit maintenant accompagner ces dirigeants. Et le mot, tu as utilisé pilote, ça m'a fait sourire parce que quand j'entre en 6e, en 82, on nous demande de remplir des fiches, qu'est-ce que vous voulez devenir? Et j'avais... mon rêve, c'était d'être pilote, l'aviation. Et mon premier job sera dans l'aviation. Peut-être pas comme pilote, mais comme commercial et tout. Et j'ai terminé comme country manager à Malabo dans une compagnie d'aviation d'affaires. Et ma vie, c'est dans les avions. Donc, vraiment, c'est une image qui m'intéresse. Et j'aime bien cette définition de ce qu'on fait. Nous sommes des pilotes et on a des passagers. Et quand on a des passagers, on a la responsabilité morale, la responsabilité émotionnelle. Bref, on a la responsabilité de ces passagers. Il faut les amener à bon port. Alors, on comprend que c'est difficile. Oui. Nous avons passé le premier trimestre de cette année 2024 et les difficultés ne s'amenuisent pas. Comment faire face donc à celles-ci et aborder les challenges? Quels seront déjà ces challenges-là pour le reste de l'année et comment les aborder? Le premier challenge auquel le dirigeant va faire face, c'est il y a un gros risque, le risque fiscal sur le plan Cameroun. La loi de finances a été une loi de finances très très difficile. Et on veut remercier le gouvernement qui, je pense qu'il y a eu certains aspects de la loi qu'on a mis un peu en stand-by. Ça c'est bien. Le second risque, c'est pouvoir se projeter. Beaucoup de dirigeants ont du mal à se projeter parce que 2025, il y a une élection présidentielle et c'est un gros risque. Donc il faut vraiment l'analyser comme un risque. L'autre risque qui continue, c'est la tension au niveau du NOSO. Quand même, on a une bonne partie du territoire où il y a des entreprises qui avaient des filiales, c'était un marché, c'est quand même 25 à 30% de marché où aujourd'hui, avec la crise, on n'a pas vraiment accès. Il y a aussi le fait qu'il y a un gros déficit, un challenge au niveau de l'énergie. Donc le coût de production parce que là, beaucoup ont des groupes électrogènes. Au moment où on a même le groupe, le carburant monte. Donc, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les marges se sont énormément réduites. Donc ceux qui vont maintenant exceller, ce sont ceux qui vont se recentrer sur l'essentiel. Donc il y a un niveau de sacrifice qu'il faut faire sans toucher le capital le plus précieux, qui est le capital humain. Donc c'est de revoir peut-être au niveau, et là beaucoup l'ont déjà fait, on analyse maintenant les charges. Quelles sont les charges? On peut s'en passer, on va mettre à côté, revoir peut-être les dirigeants même eux-mêmes, revoir leur salaire, revoir leur mode et leur style de vie, le train de vie, du dirigeant, l'exemplarité, ça c'est lui qui doit commencer. Et à partir de là, mais aussi ça permet de, quand on est en phase, parce que premier élément, quand il y a eu ce choc et que ils sont dans la peur. Le dirigeant a vraiment peur de l'incertitude, peur de demain, mais il faut vite sortir de la zone de peur. Parce que quand on a peur, on a des réactions pas très rationnelles. Et on peut poser des actes qu'on va regretter. Donc c'est de sortir de la peur et intégrer ce que j'ai appelé la zone d'apprentissage. C'est-à-dire de se dire, face à ces difficultés, qu'est-ce que ça nous enseigne? Quelles leçons on peut tirer? Donc ici, les questions sont plus importantes que les réponses. Et quand dans ce processus, on verra très bien que face au danger, il y a toujours une opportunité. Il y a toujours une possibilité. Et tout ce qui doit changer ici, ça sera beaucoup plus l'état d'esprit. Donc on cesse d'avoir peur et on se dit, quelles leçons ces difficultés nous enseignent? Et là, on entre dans ce qu'on va appeler beaucoup plus le management collectif. Il ne faudrait pas que le dirigeant soit seul. Oui, il ne faut pas être seul. L'union fait la force. C'est d'appeler les collaborateurs, d'être assez humble pour demander de l'aide. L'aide, on peut demander l'aide même aux plus petits.
Et oui, même au plus petit. J'avais envie de vous demander, est-ce que c'est possible dans le contexte camerounais, déjà pour le dirigeant de quitter son piédestal pour demander de l'aide, ou de l'aide, c'est pas que financière, même l'aide intellectuelle, les idées, et aussi demander à un directeur général de réduire son train de vie, est-ce que c'est possible au Cameroun? Oriane, on n'a même pas de choix. Et j'ai aimé votre introduction. Vous dites qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, d'autres qui sont réinventées et d'autres qui sont mortes. Je pense qu'il faut utiliser le mot. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a des entreprises qui vont fermer. Si rien ne change en vous, rien ne changera autour de vous. Okay. C'est pour ça qu'il y a des facteurs exogènes, crise russe, Ukraine, tout ça. Mais il y a aussi eu, il faut reconnaître qu'il y a eu des facteurs qui sont endogènes. Peut-être la gestion n'était pas rigoureuse. Peut-être on se laissait aller. Peut-être il y avait trop d'arbitraire, de copinage. Comment on a recruté la famille partout. Et à partir de là, on doit... Et là, ça ne dépend pas. Ça, ce n'est pas des facteurs de tout ce que vous avez énuméré, qui sont des facteurs réels, mais exogènes. Maintenant, et c'est là où, quand on est avec le client, le dirigeant, c'est de poser ce diagnostic qui est froid. C'est de dire, OK, ton capital humain, qui fait quoi? Qui est qui? Alors oui, si tu as besoin d'un expert en digital, ce n'est pas forcément le neveu. Donc là, c'est un expert. Et chaque fois qu'on n'aura pas l'expertise, on va se débrouiller, on va crier, on sera anxieux parce qu'on n'a pas de compétences. Et ça, c'est très important de poser ce diagnostic et de se dire, bon, maintenant, en interne aussi, quels sont les process? Peut-être avant, il fallait 10 réunions pour prendre une décision. Maintenant, il faut peut-être 3 réunions. Donc, on re-questionne le processus de production. Et quand il dit production, pas seulement bien matériel, même le service, comment on produit cette émission. Pour produire cette émission, si on avait besoin de 3 réunions, on s'est dit, ah les gars, maintenant il faut 2 réunions. Pour produire cette émission, si on avait besoin peut-être de 7 caméras, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire avec 3 caméras? Donc ouais, on commence, c'est là, on réduit. Et on se met aussi, quelles sont les compétences nouvelles qu'on a besoin? Parce que c'est le principe de la bicyclette. Si on cesse de pédaler, le vélo va s'arrêter. Donc, la mise en niveau. Et la plupart du temps, quand la situation économique est confortable et favorable, on a tendance de rester dans sa zone de confort. C'est pour ça que, quand on quitte de la zone d'apprentissage, rapidement, on va entrer dans une zone d'innovation. On va commencer à faire des choses qu'on n'a jamais eu à faire. Et nous avons un outil qu'on a beaucoup partagé avec nos dirigeants, c'est l'analyse ERAI. Donc, E-R-A-I. C'est-à-dire de se dire, face à cette crise, face à cette difficulté, face au tableau, au diagnostic, comme tu as utilisé le terme médical qu'on a posé, quelles sont les initiatives et les activités qu'il faut à tout prix éliminer, qu'il ne faut plus faire? On le faisait avant, bon, l'économie était favorable, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de le faire. Ce serait quoi? Peut-être 1, 2, 3. Et ça se fait en brainstorming, hein, d'où l'humilité du dirigeant. Ce n'est pas seul. Il appelle ses proches collaborateurs et on commence. 2, c'est qu'est-ce qu'on va réduire? On peut se dire, on va réduire la clim, je dis n'importe quoi. On va réduire... Pas à Douala, quand même. Pas à Douala, bon. Qu'est-ce qu'on va réduire? On ne peut pas du jour au lendemain éliminer, mais on peut réduire. Ce serait quoi? Vous voyez que là, je n'ai pas de réponse. Il appartient à chaque organisation, à chaque dirigeant. Mais ce que j'ai, c'est la méthode, les outils. Et ils vont brainstormer, ils vont dire, bon, on va arrêter, on va réduire ça, on va réduire peut-être les frais de mission, il y a des choses à réduire, puisque nous sommes en situation de crise. Oui. Il faut être résilient. Il faut être résilient. Donc le E et le R sont négatifs. Maintenant, on passe dans le positif. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Donc, qu'est-ce qu'on continue à faire? Parce qu'il faut avouer que si l'entreprise a 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui sont donnés. Et donc, il faut beaucoup d'humilité de la part même du consultant qu'on est. Donc, c'est dit, il y a de très bonnes choses que vous faites et qu'il faut continuer à faire. Ce serait quoi? Ce qu'on appelle les best practices. Ce serait quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire qu'on n'a jamais eu à faire? L'innovation. Parce que l'innovation est la fondation de toute entreprise et toute organisation qui va s'inscrire dans la pérennité. Si on ne se réinvente pas, et là, vous avez utilisé le mot en début de l'émission,
la réinvention. Il faut se réinventer. Réinventer, c'est quoi? C'est d'aller sur des pistes qu'on n'était jamais allé, mais qui existaient. Mais de par le fait qu'on était dans une zone de confort, on n'avait jamais eu l'intention ou l'idée d'aller là-bas. Donc la difficulté nous permet aujourd'hui de sortir de la zone de confort et de regarder d'autres pistes. Et on a vu, pour notre cas, pardon, au cabinet, on était obligé d'aller dans le e-learning. Moi, j'avais toujours refusé depuis des années pareil, puisqu'on était dans un cabinet qui était quand même prospère. On est busy, on est occupé des séminaires. Et Covid arrive, pendant 6 mois, tout est fermé, puisque 95% de nos clients, c'est les multinationales. Ils ne faisaient plus des rencontres en présentiel. Oui. Donc, on a vu la mort réelle, pas seulement physique. Donc, face à ça, il fallait ce processus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rapidement eu cette session de brainstorming et on s'est dit, en digital, on était faible, on n'avait pas de compétences. On a recruté des jeunes qui sont de cette technologie. Et là, nous-mêmes, les dirigeants, on est rentrés à l'école. Je me suis formé en tout ce qui est Zoom, Teams. Donc, aujourd'hui, c'est tellement trivial, mais on ne connaissait pas ce que c'est. Aujourd'hui, je peux faire des animations, ce qu'on appelle la facilitation digitale du Cameroun, avec autant de matériel. Je fais des séminaires à Abidjan. Ils sont là dans une salle. Je suis ici et fais des séminaires. Mais avant ça, ils devaient prendre l'avion, aller à Abidjan, aller à Bamako, aller à Bangui. On va continuer à le faire, mais ça, aujourd'hui... Il faut réduire. Il faut réduire. Utiliser la technologie. Et mais pour utiliser cette technologie, il fallait recruter des jeunes qui ont la compétence, mais il fallait aussi nous-mêmes rentrer à l'école. Alors le diagnostic est posé. On comprend que l'écosystème économique en Afrique est marqué par une certaine instabilité. Bon, il y a plusieurs raisons, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a eu Covid et ses corollaires. On a eu la fluctuation des prix des matières premières. On a les tensions géopolitiques et certaines sont même encore en cours. Dites-nous, dans ce contexte-là, comment les acteurs économiques peuvent-ils prévoir l'imprévisible? Cette partie-ci, ça me ramène un peu à la période Covid. Personne n'attendait, c'est arrivé. Comment prévoir donc l'imprévisible et aussi anticiper sur les risques pour assurer la viabilité de son activité? Alors, il y a des stratèges qui décrivent cet environnement comme un environnement VUCA. Nous, on a même dit 2V. Beaucoup. VUCA, c'était... Il y a eu ERAI, maintenant, c'est VUCA. Le VUCA, oui. Le VUCA, c'est une description qui a été faite il y a cela 2 décennies par des jeunes stratèges américains, juste après la guerre froide. Ils ont estimé que le monde qui arrivait allait être hyper volatile. Et que l'avenir devait être plein d'incertitudes, uncertainty. Et que la géopolitique, puisqu'avant on avait 2 grands pôles, c'est l'Ouest et l'Est, donc l'URSS et les États-Unis. Là, on dit non, ça sera hyper complexe. Il y aura plusieurs acteurs, ils n'ont pas menti, puisque la Chine est arrivée, on a les BRICS et tout, et que en termes d'information, il y aura beaucoup d'ambiguïté. On a vu avec Covid. Donc nous maintenant, on a augmenté un vœu avant. Il n'avait pas parlé, c'est violent. Il y a une violence. Quand vous regardez le Sahel, vous regardez le Cameroun, autour de nous, il y a beaucoup d'instabilité. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire, le dirigeant? Le dirigeant doit avoir une vision claire où il va amener son organisation. Un peu comme le pilote. Il sait qu'il démarre et décolle. Avant de décoller, il a une feuille de route. Et prenons le cas de Douala, Yaoundé, Simalène. Quand on prend le vol, le pilote a une feuille de vol. Il sait qu'il va décoller, nord, après va aller Edea, peut-être Ezeka Obala, et puis il lance Simalène. Mais qu'est-ce qui se passe? Il peut décoller et arriver, changer de route. Quelle peut être la raison pour un pilote de changer sa route? La pluie. La météo, merci. Donc, ça veut dire que rien n'est statique, tout est dynamique. Et ça appelle au pilote d'être très concentré, savoir que ma destination finale, c'est Simalène. Alors, je peux refaire le tracé, mais je n'oublie pas la destination finale, d'où l'importance de la vision. Et ça, en période d'incertitude, c'est que le dirigeant doit garder le cap sur la vision. C'est sa destination finale. Malgré les tubes, il ne faut pas qu'il oublie ce pourquoi il a créé son entreprise, la raison d'être. Pourquoi cette émission entretient? Si on oublie la raison d'être de cette émission, on est perdu. Donc, la vision. Deuxièmement,
c'est important dans ce VUCA que lui-même il puisse comprendre quels sont les enjeux. Alors, tout à l'heure, vous avez fait la description des enjeux macroéconomiques du monde. Mais je veux vous dire que l'Afrique a ses spécificités. Vous avez vu la guerre russo-ukrainienne. Pour la première fois, quand ils sont allés aux Nations Unies, les pays africains ne sont pas prononcés. Il y a cela 10 ans. On allait choisir soit la Russie, soit l'Ukraine. Aujourd'hui, les pays africains disent notre intérêt, comme on dit au quartier, pour moi dans ça là, c'est quoi? Donc vous bagarrez là. Et là, c'est la vraie question. Donc c'est-à-dire, quand on est dans cet environnement, c'est de comprendre les enjeux. Parce qu'on a vu avec Covid, masque, fermer le nez, monter, c'était par rapport à un contexte. On a vu en Afrique, je ne dis pas qu'il y a eu des morts, mais les morts de toute l'Afrique n'atteignent même pas les morts d'un pays comme l'Italie. Parce que les enjeux, la la structuration, l'environnement étaient complètement différents. L'Afrique, c'est une population très jeune. Et pour la première fois, notre jeunesse était une promesse et non un problème. Donc on croit, il appartient aux Africains, aux dirigeants africains, de comprendre quels sont les enjeux. Parce que les enjeux ne sont pas aussi uniformes. C'est quoi mes enjeux? Ne jamais oublier what is at stake, mes enjeux. Et là, c'est pour le U. Alors, il y aura un autre essai. C'est que maintenant, il faudrait que les objectifs soient clairs. Il ne faut pas, c'est-à-dire 3 objectifs maximum. C'est la clarté des objectifs qui va permettre aux différentes parties prenantes, les employés, les actionnaires, de se refocaliser. Donc, c'est de se dire, face à la turbulence, quels sont les objectifs de cette année? Pas beaucoup d'objectifs. Peut-être on peut se dire, l'objectif de cette année pour STV, c'est de conserver peut-être notre part de marché. L'objectif, c'est de limiter les casses. C'est un objectif, parce qu'on est en crise. L'objectif de cette année, c'est de créer 2 émissions, pas plus. Peut-être au départ, avant la crise, on avait dit on va faire 5 émissions. Donc, c'est quoi on peut revoir les objectifs, ce qu'on appelle l'adaptabilité ou l'agilité. Et enfin, le A, pour l'ambiguïté, c'est l'agilité. C'est-à-dire, ici, il ne faut pas être statique. Oui, on a dit A, demain ça peut devenir B. Donc, il y a plan A, plan B, plan C. En se référant au pilote qui était en train d'aller à Yaoundé, la météo change, il refait un programme. Il y a même une possibilité, je l'ai vu avec Ameco, 2 fois dans ma vie, on est déjà arrivé à Simalé, on n'a pas pu atterrir. On est rentré sur Douala. Donc ça veut dire que face à cette crise, face à cette période d'incertitude, le calme aussi est une solution. Il ne faut pas s'agiter. On peut rester calme. L'inaction peut être aussi une solution. Donc voilà quelques pistes, ma chère Royane, par rapport à cette difficulté, cet environnement VUCA. La solution est VUCA. Alors, ces solutions-là, comment les planifier? À court terme, qu'est-ce qu'on fait? À moyen et à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas mettre la clé sous le paillasson? Alors, merci pour cette histoire de court, moyen et long terme. Alors, je vais dire peut-être une petite méchanceté pour nous les Africains. Finalement, quand vous parlez de court terme, moyen terme, long terme, pour vous, c'est quel horizon? Donnez-moi en termes d'années. Pour vous, un court terme, c'est quoi? Combien d'années, mois, pour vous? Court terme? À court terme, c'est avant la fin de cette année. Ah, pardon, 1 an. Et le moyen terme? Disons 2025, 2026. Ok, 2 ans. Et le long terme, 5 ans. Est-ce que vous savez que dans d'autres environnements, le court terme, c'est 3 ans. Le moyen terme, c'est 5-10 ans. Et le long terme, c'est 15 ans montant. On a du mal à se projeter. Et ça aussi, c'est une maladie qu'il faut régler. Okay. Quand on crée une entreprise, sur le plan juridique, c'est 99 ans. Oui. Donc une entreprise n'est pas créée pour que ça meure avec le fondateur. Une entreprise est créée... Là, ce sont des balles réelles. Oui, non. Et je suis content parce que vous avez lâché le concept court terme, moyen terme et long terme. Long terme, oui. Je prends votre horizon, donc je respecte, vous dites court terme c'est 1 an. Donc, à la fin de cette année. À la fin de cette année. Il appartient de structurer ça comme vous l'avez fait, c'est la meilleure des façons, c'est-à-dire de se dire, ok, nous sommes en crise, nous sommes en difficulté, on va éteindre le feu. Là c'est le court terme. Donc qu'est-ce qu'on fait là pour éteindre le feu?
Donc c'est des actions très court-termistes. C'est bien, c'est à vous, par rapport à la spécificité de votre activité, d'identifier et la connaissance de votre marché, de votre entreprise, de vos forces, de vos faiblesses, de prendre cette décision. Mais ensuite, c'est de se dire, bon, la crise est passagère, la crise n'est pas définitive, elle n'est pas éternelle. Donc, quand il n'y aura pas la crise, mais ce n'est pas quand la crise est terminée qu'on se... non, c'est très bien de rapidement se dire, sur 3 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on pourra faire? La réflexion précède l'action. C'est de mettre cette stratégie et maintenant c'est dit sur 5-10 ans. Parce que l'absence de la planification est la planification même de l'échec. Le fait de ne pas planifier. Or, la planification c'est gratuit. La planification c'est comme un rêve. Ça ne coûte pas, mais il faut planifier. Or, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? C'est un peu comme la parole, j'aime toujours expliquer. Chaque fois que vous devez parler, vous devez réfléchir. Vous savez quand on me posait la question. Je ne réponds pas là. Pendant qu'on s'est en train de poser la question, j'essaie de comprendre. C'est pour ça qu'il faut écouter. On n'écoute pas pour répondre. Non. J'écoute pour comprendre d'abord. Et ensuite, je peux répondre. Ça peut prendre 5 secondes, ça peut prendre 1 minute, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Or, si je réponds et je réfléchis, c'est la catastrophe. Si j'agis avant de réfléchir, donc c'est un exercice qu'il ne faut pas banaliser, la réflexion. Or, les dirigeants doivent prendre le temps pour réfléchir. Il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour s'exprimer, et il y a un temps pour agir. Mais le temps le plus crucial, c'est la réflexion. C'est un peu comme la pensée. Et tout à l'heure, quand on arrivait pour le studio, j'ai dit, ah, regarde, jolie tenue. La pensée structure tout. Si pendant cette crise, je pense négativement, ça sera une suite logique, même dans mon discours avec les collaborateurs et les actions que je vais poser. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre état d'esprit. Il faut vraiment protéger cet état d'esprit de par les conversations que nous avons, de par les personnes que nous rencontrons, de par les milieux que nous fréquentons, les livres que nous lisons, les émissions que nous regardons, parce que ça va influencer la suite. Si je pense que Madame Oriane n'est pas bien, si je ne l'aime pas, comme on dit, j'ai une pensée négative, si je dois parler de toi à des personnes, qu'est-ce que je dirais? La pensée, elle est influencée donc elle sera négative. Et s'il faut agir, s'il fallait faire quelque chose, un acte positif ou négatif, vous croyez que mon acte sera comment? Négatif. D'où l'importance de la pensée. La pensée structure tout. La loi de l'attractivité. Merci. Je peux déjà être coach aussi. Ah oui, pourquoi pas. Vous certifiez et puis c'est ça, c'est possible, très possible, vu votre parcours professionnel. Terminons d'abord l'émission. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais envie de vous demander comment va le pilote. Non, pas d'avion, vous êtes pilote, vous avez une entreprise et vous nous avez dit que vous avez dû vous réinventer. Tout à fait. Parce que la situation. Alors, vous accompagnez de nombreuses entreprises. Comment adapter l'incertitude à l'environnement? On le sait, il y a eu Covid par exemple. Oui. L'impact dans une entreprise de presse n'est pas le même impact si on va chez quelqu'un qui fait de l'importation par exemple, et surtout si ça vient de la Chine. Alors, comment adapter donc les incertitudes à l'environnement et donc avoir des solutions? Oui. Je pense qu'il y a 2 pistes ici. Il y a d'abord le dirigeant lui-même. C'est lui qui porte. Et la plupart du temps, les dirigeants sont seuls. Qu'on ne le veut pas, c'est de tout faire pour éviter au maximum le stress. C'est pas évident, c'est facile à dire, mais pas évident. Deuxièmement, c'est de se protéger sur le plan de la santé mentale. Parce qu'on a vu des gens faire des dépressions. Parler seul. On commence à dire, ah, vous avez vu son histoire, elle n'est pas simple. Il a mis sa main quelque part. Nos téléspectateurs, peut-être les travailleurs ne vont pas comprendre. C'est-à-dire, on est dans des environnements où, si tu as une difficulté, la santé mentale est une réalité. Oui, je pense aussi que c'est un peu typique de chez nous. Oui. On ne consulte pas toujours, on va à l'hôpital quand c'est critique. Et psychologie, psychiatrie et autres, et santé mentale en général, c'est pas donc, du coup, on dit non, mais on vous avait expliqué.
La dame, là, elle passe à la télé chaque fois. Est-ce que c'est simple? Non, non. Donc, ça fait qu'il fallait déjà se protéger sur le plan mental, psychologique et tout. Maintenant, il fallait aussi s'outiller, se remettre en question. Se dire, ok, je faisais l'import-export. Voilà qu'on a fermé. La Chine, on avait pendant au moins, donc je ne peux plus aller en Chine et rien. C'est de se dire, et c'est toujours le même schéma. Sinon, je vais mourir. C'est là, ça ne dépend pas de moi. On a fermé et je ne peux pas ouvrir. Je précise, quand c'est des facteurs qui ne dépendent pas de vous, cher, qu'est-ce que vous voulez faire? Un peu comme on est dans un avion et c'est en train de bouger. Souvent, je dors. Et mon épouse dit, mais chérie, tu es en train de dormir, l'avion bouge. Je dis, qu'est-ce que je peux faire ici? Je ne suis ni pilote d'avion, et puis on est à 10 000. Qu'est-ce que... Non, donc je n'ai aucun impact sur... Je ne peux rien. Donc je suis zen. C'est une question d'état d'esprit. Donc c'est de se dire, maintenant, par rapport aux choses qui dépendaient de moi, qu'est-ce que je fais? On a eu des personnes se lancer dans les masques. C'est-à-dire faire des masques en paille. Les gens se sont réinventés face à l'adversité. Soit tu meurs, soit tu survis. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il fallait tout simplement se dire, je suis un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. Si j'ai pu créer et vendre, je ne sais pas, les œufs, donc je peux vendre les tissus, je peux vendre les habits. C'est la même démarche. Donc, c'est ce que beaucoup ont fait. C'est ça la réinvention. Ça peut être très radical, donc tu sors complètement de ton secteur. Absolument. Comme ça peut être une continuité, c'est-à-dire toujours dans, on s'est dit le marketing, on va s'en mettre dans le digital, donc c'est tout le marketing, mais donc, et ça, il fallait bouger, et beaucoup l'ont fait. Maintenant, au niveau de l'entreprise, c'est la structure qu'on avait, c'était d'avoir une bonne conversation avec les employés. Donc ici, la transparence. Expliquer aux collaborateurs, voilà la situation de l'entreprise, voilà la situation financière. Moi, je l'ai fait avec les collaborateurs. Voilà la situation financière. J'ai demandé à ma financière, on peut tenir combien? Elle m'a dit, on peut tenir 6 mois. C'est-à-dire 100 produits, on pouvait payer. J'ai respecté au gars, voilà, on va le faire. Et ça, c'était important de le faire. Deuxièmement, c'était de se dire, écoutez, nous sommes ensemble, nous sommes dans le même bateau. Est-ce que vous avez des idées? Déjà, quelles sont vos craintes? Quelles sont vos peurs? Mais quelles sont aussi vos aspirations par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Pour notre cas, c'est venu des jeunes, des collaborateurs. Et c'est ce que je dis, donc cette humilité, ça ne peut que précéder la gloire. Et maintenant, c'est de se dire, à la fin de ce processus, qu'est-ce qu'on va changer dans notre structure? Il y avait d'autres, il fallait peut-être complètement fermer. Alors les gars, on va aller attendre. C'est très possible. Mais il faut le faire avec toute la transparence, parce que l'entreprise, la finalité sociale, il ne faut pas s'amuser avec cette finalité. Les gens ont cru en vous, ils adhèrent à votre projet et ils travaillent avec vous. Ce n'est plus votre entreprise seule, c'est leur entreprise aussi. Même si vous êtes l'actionnaire majoritaire ou même, je ne sais, mais c'est aussi leur entreprise. Et c'est dans ce dialogue, dans cette conversation que d'autres pouvaient aller patienter à la maison, d'autres pouvaient dire non, boss, comme on est là, on peut même diviser le salaire par 3. Quand ça vient de c'est extraordinaire. Parce que là, c'est le management collectif et l'intelligence collective. Les gens vont s'approprier. Là, votre vision cesse d'être votre vision seulement, ça devient une vision commune et partagée. Et beaucoup d'organisations ont pu survivre avec cette approche. Et à partir de là aussi, il y a des petites idées qui commencent à arriver parce que toute crise est temporaire. La crise n'est pas définitive. C'est un peu comme dans l'avion. Prenons encore l'avion. La zone de turbulence, ça bouge pour quelques minutes. Un vol de 45 minutes, d'1 heure, ça va bouger peut-être, j'ai dit une minute. Donc, et quand ça finit de bouger, on revient à la normale. Mais quand ça bouge, qu'est-ce que le pilote nous dit? Attachez, n'allez plus aux toilettes, ne bougez pas et tout. Donc, pendant cette période-là, il fallait faire les choses différemment. Il fallait faire beaucoup de sacrifices. Il fallait prendre des décisions courageuses, difficiles, mais pour sauver l'entreprise. Et beaucoup l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, allez, ils ont disparu. Alors, là, on a fait le traitement, on a posé le diagnostic, on a fait le traitement. J'aimerais qu'on parle de prévention maintenant. Les stratèges, comme vous pensez que gérer, c'est prévoir, anticiper, planifier. Alors, en ce début d'année, ils sont nombreux les acteurs économiques qui sont en train de définir leurs objectifs stratégiques. Vous comprenez bien de quoi je parle. C'est une étape cruciale et elle nécessite une réflexion approfondie, une planification minutieuse pour assurer
la réussite des dites entreprises, comment, selon vous, ils peuvent fixer des objectifs stratégiques et efficaces et les atteindre, sachant qu'il y a toujours cette incertitude-là qui plane au-dessus de la tête? Je pense que première étape, c'est de faire une analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les menaces et quelles sont les opportunités. Et d'abord, il faut le faire. Toujours faire l'analyse SWOT. Strength, weakness, opportunity and threat. Quand vous le faites, vous avez une idée globale de la situation interne et externe. Quand vous allez maintenant faire, vous allez vous fixer des objectifs. C'est-à-dire, objectif sur le plan de chiffres, quel est le chiffre d'affaires qu'on veut faire, objectif sur le plan de la capacité de production, objectif sur le capital humain, parce que c'est ça, c'est même le capital le plus précieux. Et vous allez tenir compte de l'influence de l'État. Est-ce qu'il y a la loi de finances qui vient d'être promulguée a un impact positif ou négatif sur votre activité, votre secteur d'activité, votre industrie, quelles sont les tendances, quelle est votre position sur le marché et quel est le positionnement que vous voulez donner. Donc, quand il y a toutes ces réflexions, c'est documenté et c'est chiffré. Ensuite, maintenant, vous allez identifier ce qu'on va appeler les indicateurs clés de performance. Je donne, pour être simple, dans une maison, un enfant peut venir avec un bulletin, il a eu 11 sur 20. Là, le parent dit félicitations. L'autre maison, l'enfant a eu 13 sur 20. Le parent n'est pas content. Pourquoi tu as eu seulement 13? Dans une autre maison, l'enfant a 16 sur 20. On dit bravo. Et il y a une maison où l'enfant a 9 sur 20. On fait la fête. Donc, la notion de performance devient une notion relative. S'il n'y a pas les indicateurs clés de performance, Key Performance Indicator, et il faut le mettre. Je donne un autre cas, et je l'ai vu beaucoup au Cameroun, les chantiers. S'il y a un chantier dans cet immeuble, et on met durée du chantier 12 mois, 12 mois, nous sommes aujourd'hui le 7 mars, à la veille du 8 mars, on fait l'émission. Je regarde, durée du chantier 12 mois. Je reviens te voir dans 2 mois, dans 3 mois, pour une autre émission. Je viens, tu m'invites, je regarde la plaque. Durée du chantier, 12 mois. C'est-à-dire 3 mois après, je lis 12 mois. Ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans la performance. La performance, c'est l'excellence, c'est la Champions League pour parler de football. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour régler ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'essayer de dire, chantier, début du chantier, le 1er février 2024, fin du chantier, le 1er février 2025. Vous voyez la précision? Là, c'est des indicateurs clés de performance. Si on dit durée, et ça, dans la planification, beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous travaillons sont dans cette démarche. Donc, en début d'année, il y a non seulement les objectifs, mais ensuite, il y a des RMO, les responsables de la mise en œuvre, pour qui va mettre en œuvre, qui est responsable de cet objectif. Qui est-ce qu'on va hold accountable si on n'atteint pas? Il y a des délais. Et les délais, là, c'est même pas seulement, on ne dit pas 3 mois, hein. On dit le 15 avril. Vous voyez un peu la différence? Le 15 avril, donc on aura déjà, le 30 mai, on aura déjà, donc les délais. Il y a aussi un coût. Ça va coûter combien? Parce qu'une organisation, pour son efficacité, il y a un budget. Il y a toujours un budget. Bien entendu, un budget qui est dynamique. Dynamique dans le sens que on peut le réadapter, mais s'il n'y a pas de budget, je pense que ça ne sert à rien de laisser aller et tout. Donc, voilà comment ça se passe. Et ça se passe aussi très bien parce qu'il faut maintenant qu'il y ait un alignement. Pourquoi? Il faut se retirer et faire des retraites. Sinon, Madame Oriane, qui est peut-être directrice production, va faire son truc dans son coin, le directeur marketing dans son coin, DRH dans son coin, directeur technique dans son coin, et puis... Et on a vu les organisations qui ne sont pas performantes. Si on regarde bien, c'est parce qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de cohésion.
chacun est dans son coin, c'est terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils se regroupent et chacun fait sa projection et dit voilà où le DG qui a la grande orientation, qui dit voilà les grandes orientations de l'année, et maintenant les directeurs opérationnels viennent exposer et dit comment ça va se passer, et le DG qui est le coordonnateur met en musique. Et là tu vois, est-ce que ton objectif est incompatible? On dit ok, la directrice production dit 1, 2, 3. Est-ce qu'au niveau du capital humain, on a les ressources? On voit si on va recruter. On voit si on va mettre en niveau et tout. Donc vraiment, c'est pour moi le plus beau métier, faciliter ces retraites stratégiques. Et ça se fait les 3 premiers mois. Tu as raison. C'est les 3 premiers mois qu'il faut planifier l'année. Ce n'est pas, si on rate ces 3 premiers mois, ça devient très très compliqué. Or, tu l'as dit en début d'émission, la planification est clé. Sinon, ça sera ce qu'on a appelé navigation à vue. On se lève un matin, non, allons changer l'écran. L'autre vient le soir, non, remettons le câble. L'autre revient demain, non, allons boire de l'eau. Non, non. Or, si c'est pensé, vous voyez que là, les choses, et surtout la cohésion, parce que ça peut être très bien pensé, mais si la mise en musique, il n'y a pas de cohésion. Les énergies sont dispersées d'ailleurs. Et là, on a du mal à avoir la performance. Alors, comment on définit les objectifs pertinents et même stratégiques pour son entreprise? Quels sont les facteurs clés? Les facteurs clés du succès, déjà, c'est de faire à ce que ces objectifs soient smart. Ils doivent être spécifiques, donc vraiment très spécifiques. Ils doivent être mesurables, parce que ça qui est bien avec l'entreprise, c'est qu'on peut mesurer. C'est pas les charlatans. Si l'année est bonne, on saura. Si elle n'est pas bonne, on saura. Et ensuite, est-ce qu'on peut vraiment les atteindre? Achievable, atteignable. Il faut aussi que ce soit réaliste, parce qu'on est dans des environnements assez complexes, très difficiles. Donc il faudrait que... Et puis, il y a le facteur temps, dans le temps. Au niveau du cabinet, on a mis le ER. Il faudra aussi que c'est des objectifs qui soient évaluables. D'où l'important, on s'inspire un peu du lycée, de l'école primaire. Premier trimestre, il y a le bulletin. Second trimestre, il y a le bulletin. Troisième trimestre, pourquoi? Parce qu'il faut un système d'évaluation. Au niveau du cabinet, nous, on le fait pratiquement chaque semaine. On a même 1 heure pour évaluer. Et on encourage les entreprises à être un système mensuel. Minimum, c'est mensuel. Sinon, on aura nos yeux pour pleurer. Il faut toujours l'évaluation. L'évaluation est clé. Parce que ça permet de rectifier le tir, de rapidement. Donc on avait dit qu'on allait faire tel chiffre. Cette semaine, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Tac, 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 on rectifie. Donc, ces réunions, mais pas la maladie, pas des réunions de 4-5 heures, des réunions d'1 heure maximum. Et chaque fois être dans l'évaluation. Et aujourd'hui, le digital permet d'avoir des outils où on peut, des tableaux de bord, suivre l'actualité sur le téléphone. Moi, sur le téléphone, je peux connaître le chiffre, l'argent qu'on a dans nos comptes en banque aujourd'hui, parce que les banques sont connectées à ton SMS, donc tu peux voir s'il y a un mouvement, tac, tu reçois le message. On peut, et aujourd'hui, la technologie permet, le R, c'est de récompenser. Souvent, les dirigeants oublient que la récompense ou la reconnaissance n'est pas forcément matérielle. Elle est plus importante que le salaire. Tout à fait, c'est de dire, Oriane, vraiment félicitations, depuis tel nombre d'années, vous tenez l'émission, bravo. Un petit message, ça peut être un WhatsApp ou un message écrit du PDG. Parce que l'être humain, et ça a été démontré par les sociologues, souhaiterait être valorisé, souhaiterait ne pas perdre la dignité. C'est pour ça que chez les Asiatiques, les Japonais, même si tu perds, on ne veut pas que tu perdes la face. Regardez le judo, quand il termine, et c'est celui même qui a gagné, qui va se courber même plus que celui qui a perdu. Parce que ne jamais faire ce que l'autre perde la face. Parce que l'une des choses qu'on ne souhaiterait pas perdre, moi en mon cas, la dernière chose que je souhaiterais pas perdre, c'est ma dignité. Or, la dignité, chaque être humain. Donc, et ça aussi, quand vous valorisez, félicitations, même merci. Quand votre assistant vous apporte le thé, vous dites merci. Vous dites merci. J'ai toujours expliqué, lorsque j'ai fait mon discours d'adieu à Osaka, en 2010, comme président de la Jeune Chambre, j'avais 3 mots essentiels. Et ça, c'était mon feu papa, quand notre premier fils est né, et que j'ai nommé cet enfant. Il était mon papa. Donc mon papa est venu me voir et me dit, fiston,
tu vas apprendre à mon homonyme 3 choses essentielles. Et c'est ce que je t'ai appris. Et ça, c'était l'une des rares fois où j'ai eu une conversation très sérieuse avec mon papa, parce que c'était quelqu'un d'autoritaire. Il dit, cet enfant, il faudra chaque fois apprendre à l'enfant à dire s'il te plaît. Parce qu'il n'est pas le nombril du monde. Il faut qu'il apprenne à dire s'il te plaît quand il a besoin de quelque chose. Second principe et valeur, dans son interaction avec les autres, et comme tout être humain n'est pas parfait, il sera amené à blesser, ou à faire du mal, ou à blesser les gens. Il faudrait qu'il apprenne à s'excuser. Oui. I'm sorry. Et enfin, il doit savoir dire merci. Parce que de toutes les vertus, la mère de toutes les vertus, c'est la gratitude. Donc il faut savoir dire merci. Merci aux collaborateurs. Ne pas dire, bon, voilà, tu es payé pour ça. Non, savoir dire merci. Et ça aussi, les dirigeants, je pense qu'on est dans une démarche énormément de soft skills et non de hard. Travailler smart, de façon intelligente, gérer ce capital humain, parce qu'il y a tellement de stress, il y a tellement de tensions sociales que l'entreprise, il passe plus de temps en entreprise même qu'à la maison. Si l'entreprise devient un espace de stress supplémentaire, ça devient catastrophique. Il faudrait que ce soit un espace de bonheur. Et le bonheur n'est pas forcément automatiquement matériel. Ça peut être aussi l'ambiance que le dirigeant crée. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'entreprise ne doit pas oublier sa vision. Oui. L'entreprise a donc sa vision, elle a ses valeurs. Comment aligner ces objectifs stratégiques-là à cette vision pour assurer le succès de C'est même ce qu'il faut faire. Parce que, je donne, quand vous créez l'entreprise, la plupart du temps, je me dis, c'est inspiré par Dieu. C'est pourquoi on a créé STV. Je vous demande au fondateur, pourquoi on a créé STV? Cette raison d'être. Donc, dès que c'est là créé, que voilà la vision, maintenant la stratégie vient soutenir. Mais si c'est une stratégie qui est contre la vision, vous voyez qu'on est perdu. On sera dans une entreprise où on ne comprend plus rien. Donc c'est très important que la stratégie vienne soutenir la vision. Maintenant, il y a un autre pilier essentiel, les valeurs. Ce qu'on appelle la VNV. Il y a la vision, il y a les missions, et puis il y a les valeurs. Si, pour notre cas, on a 3 valeurs. Le dévouement. Les collaborateurs savent. Ce qui est comme la passion. Il faut être dévoué, extrêmement passionné dans ce qu'on fait. On le dit aux clients et ils voient. On ne dit pas seulement, ils voient qu'on est habité par la passion, par le dévouement. Et ensuite, il y a l'intégrité. On est dans des environnements où, on le verra, si peut-être on me posait la question, le plus gros challenge auquel nos pays en Afrique et le Cameroun fait face, pour moi, c'est la corruption. Si on règle la question de la corruption, on gagne même de 10 points de la croissance. La corruption est devenue systémique. Elle est devenue même endémique. Donc, il faut régler cette question de corruption. Et vous verrez que l'intégrité est une valeur aussi correcte. Si tu dis au client, je ferai ceci, vous aurez votre document tel jour, il ne doit pas vous relancer. Si on vous relance, c'est déjà un échec. Si on doit relancer un collaborateur pour un travail, c'est que vous êtes loin de l'excellence. C'est pour ça que vous voyez, les entreprises ne sont pas performantes. C'est vraiment très pénible. On te relance les emails, on t'appelle 10 fois pour faire ce. Soit tu es incompétent, soit tu es de mauvaise foi, mais une chose est sûre, ta place n'est pas dans cette entreprise. Si on relance, et imaginez maintenant que le client nous relance, mais ça c'est la catastrophe. C'est quelqu'un qui vous paye et vous relance. Vous savez, depuis 9 ans, j'ai décidé que des jeunes allaient m'habiller. Cette tenue s'est cousue sur le continent africain. Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, voilà, c'est des tenues. Mais pour qu'on arrive à ce que ce soit correct, ce n'est pas évident. Mais comme c'était aussi une volonté peut-être philosophique, idéologique de le faire, mais ça a été pénible. Parce que tu vas aller voir un couturier, il te dit dans 2 semaines, tu donnes la tenue. Tu payes cash, tout. 1 mois après, tu n'as pas de tenue. Et ça, il faut qu'ils comprennent que le niveau d'exigence, si on veut jouer la Champions League, ça, ce n'est pas ce genre de comportement. Ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Oui. Donc, de plus en plus, on pousse les organisations à être dans cette démarche. Et je pense que nos entreprises gagneraient
davantage à travailler sur cette excellence-là. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la... Bon, peut-être si les frais peuvent aussi être excellents, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de la ressource humaine, il ne faut pas mettre les frais qui sont incompétents. Non, s'ils sont compétents. S'ils sont compétents, ça va. C'était juste pour vous dire. Non, je suis d'accord. Je remets, il y a les entreprises familiales. Hein. Oui, bien sûr. C'est un type d'entreprise qu'il faut respecter et qui prospère. Et qui prospère quand vous entendez les Michelin. Voilà, qui prospère très bien. C'est une entreprise familiale. Samsung, c'est le nom de quelqu'un. Hein. Peut-être les gens pensent que Mitsubishi, Toyota, c'est des familles. Renault. Je préfère donner ces grands noms parce que souvent on croit qu'entreprise familiale est synonyme. Non. Mais par contre, ces entreprises ont prospéré parce qu'on a formé les enfants à la relève. Ils ont fait leur classe. Parce que j'ai vu au Japon. Ce qui ne marche pas toujours chez nous. Oui, c'est-à-dire, si j'ai STV et que mon fils, je veux qu'il prenne, il doit commencer par le bas. Un peu comme le père. Oui, bien sûr. Ce parcours est important. Il se frotte à toutes les réalités. Et là, il aura l'intelligence émotionnelle, il va comprendre la difficulté que la technique a, que la présentatrice a, que le technicien. Donc tout ça, c'est aussi un mode d'apprentissage. Au lieu qu'il arrive, parce que cette transmission, je pense, ça nous fait un peu défaut. On peut faire toute une émission sur... parce que je sais que c'est un gros débat sur ces entreprises en Afrique qui m'avaient les fondateurs. Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Est-ce que vous pensez que c'est mal pensé? Permettez la tautologie. Est-ce que les fondateurs ont mal pensé? Ou alors est-ce qu'ils n'ont pas... ce sont les enfants qui n'ont pas suivi normalement ce qu'il fallait? La relève n'a pas... C'est un sujet sur lequel depuis 2 ans, au niveau du cabinet, on fait vraiment... On est en train de faire toute une recherche. Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes de réflexion. Les fondateurs sont des self-made qui sont vraiment battus pour monter des empires. Et bravo et respect à eux. Maintenant, eux, ils ont des enfants qui font des études en Occident et reviennent avec plein de diplômes de l'Occident dans un contexte complètement différent. Oui. Et ils arrivent, ils ne parviennent pas à se réinventer, à s'adapter, à être agiles. Et souvent, ces enfants ne sont pas humbles. Ils viennent... Ils sont des diplômes quand même. Beaucoup de diplômes, mais ça, diplôme ne veut pas dire qu'on connaît. Hein. Diplôme, c'est en réalité, tu connais que tu as passé tu connais dans cet examen. Oui. Mais l'entreprise a ses réalités. Donc, ils arrivent et ils veulent tout casser, tout remettre. Donc, ça appelle à beaucoup d'humilité. Mais il y a aussi des dirigeants, fondateurs, qui ne veulent pas passer la main. Donc, ils n'ont pas préparé l'association. C'est un mythe, c'est un mystère. Comment il a fait ça? Il ne transmet pas. Et le jour où il meurt avec tous les secrets. Quand il parle de secrets, secrets de management. Bon, regardez les multinationales. Comme on vous dit Coca-Cola, il y a le brevet. Guinness, Agnès, de Arthur à Agnès. Donc, on prépare. Et ça, c'est une grosse réflexion qu'on doit avoir en Afrique. N'ayons pas honte de regarder ce que les autres ont fait. On ne va pas copier à 100%, mais il y a quelque chose. Il y a un ami qui me disait aussi que peut-être le drame qu'il y a, la polygamie. Bon, il m'expliquait que quand il y a beaucoup d'enfants, bon, il ne sait pas qu'il a quand même fait des cas, 10 cas, on ne va pas citer les noms, mais que regarde la situation de ce papa. Lui qui a peut-être une femme, même père, même mère, les enfants, regardez comment, et puis où il y a la polygamie quand même, parce que là c'est une vraie guerre. Bon, moi je ne veux pas ici attaquer une culture qui est forte et qui est africaine, qui est la polygamie, dont j'ai du respect, c'est notre culture, il faudrait tout simplement qu'on l'assume, mais il faut aussi dépoussiérer et se dire, est-ce que l'entreprise qui est un management moderne peut s'accommoder aussi de tout ça. Et c'est une réflexion, peut-être il faut regarder, parmi tes invités, un expert, on va peut-être identifier, qui puisse venir et avoir une vraie conversation, parce que je suis blessé de voir que 99% d'entreprises en Afrique meurent avec les fondateurs. Quand un fondateur meurt, l'entreprise, maximum 2 ans, l'entreprise disparaît. Oui, j'ai envie de dire que même s'il y a la polygamie, ces enfants sont allés faire des études ailleurs. Ils comprennent que quand on parle de l'entreprise, ça n'a rien à voir avec le frère ou la sœur. C'est la compétence qui parce qu'on est beaucoup dans l'émotion. Parce que je me dis, les mamans préparent les enfants à la guerre.
Vous savez, non, il y a eu des cas. On est en train de faire l'étude. Je n'ai pas terminé l'étude, puisque je fais un DBA, mais beaucoup plus de management stratégique. J'aurais pu peut-être choisir sur ce thème. J'ai quand même discuté avec 2 ou 3 héritiers, et ce n'est pas évident. C'est pour ça que je vais beaucoup parler avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais le constat est là. C'est que quand le fondateur meurt, l'entreprise, au moins là, il n'y a pas. C'est un fait. C'est un fait sur le terrain, ça se voit. Maintenant, quelles sont les causes? Peut-être il faut vraiment creuser et de connaître. Mais de plus en plus, on a aussi des fondateurs qui pensent énormément à leur succession. Peut-être s'il y a 5 ans ou 10 ans de transition, ça peut être bien. Parce que quand il meurt et qu'il n'a pas préparé les enfants, il faudrait peut-être que les choses... Mais on dit aussi qu'il ne faut pas dire... Il y a aussi l'incertitude. Oui. On ne sait pas. Il peut planifier dans 5 ans, il meurt un an avant. Voilà. Donc il y a l'incertitude aussi de ce côté-là. Alors dites-nous, quelles sont les méthodes et les outils que vous recommanderiez pour planifier et suivre la mise en œuvre d'une entreprise tout au long de l'année? Il y a plus aujourd'hui tableau de bord. Vous avez une voiture, hein? Ok. L'huile, on regarde, climatisation. Donc il y a ce tableau de bord que les dirigeants ont, et ça permet d'avoir vraiment une vue globale de l'organisation. Et chaque fois, le pilotage au quotidien, ça peut être par des comités de direction, les CODI. Souvent il y a des entreprises qui ont les CODI une fois par mois, d'autres qui ont les CODI même chaque semaine. Dans le comité de direction, dont tous les directeurs, ils arrivent, ils font le point. Tu fais ta semaine, tac, tac, voilà mon rapport, voilà. Et maintenant, il faut avoir une bonne méthodologie. Ça peut être action de la semaine, tac, 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 action planifiée, action réalisée, on regarde l'écart, et puis on corrige. Donc, il y a autant d'outils, mais l'outil le plus connu, c'est le tableau de bord stratégique. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a l'informatique, il y a le Microsoft Project, il y a tellement d'applications pour parler, parce qu'il y a une génération qui va m'écouter, qui va, ah oui, il y a tellement d'applications aujourd'hui, que ce soit les open source ou les applications où il faut acheter, ou le mettre, ou piloter l'entreprise. Vraiment, le pilotage presque automatique, mais l'homme étant toujours au centre de toutes ces innovations. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de cohésion. On est dans... il y a la directrice, le directeur des ressources humaines, on a le directeur de production, on a le directeur commercial. Alors, comment mobiliser tous ces maillons, sachant que, tous peuvent avoir, j'avais envie de dire, ils sont de fortes têtes. Hein. On s'arrête là. Ouais. Comment mobiliser tout cela pour la vision et les objectifs de l'entreprise? Voilà, vous touchez le cœur même de notre business. Chaque fois qu'on est appelé et qu'un dirigeant nous appelle et dit « Ah, coach, chez nous là, c'est un peu tendu, le directeur commercial a une tension, le directeur financier... » Ils ne se disent pas bonjour. Ils ne se disent pas bonjour. C'est déjà de travailler sur les aspects rationnels et de se dire l'entreprise est un outil de production. Ça, toujours rappeler. L'entreprise, ce n'est pas là pour faire les bisous, c'est un outil de production. Absolument. On peut ne pas se dire bonjour, mais travailler. On doit travailler ensemble. Voilà. On ne choisit pas son collaborateur. Pour ce cas-là, ils ne sont pas choisis. C'est comme si on ne choisissait pas son frère et sa soeur. Vous devez l'aimer, vous devez vous aimer, vous devez travailler ensemble, vous devez cheminer ensemble. Deuxième élément, c'est de se dire, qu'est-ce qui nous unit? Pourquoi? Quelle est la raison d'être de notre entreprise? Pourquoi nous sommes là? Chaque fois, rappeler, parce que souvent on oublie l'essentiel. Et on est beaucoup plus dans les émotions. Ah, sa tenue là, sa coiffure là. Ah ouais, non. Ça c'est vraiment... Et c'est incroyable parce que même à des niveaux insoupçonnés, c'est des problèmes de personnes. Oui. Donc, et là, ça veut dire qu'en réalité, ces dirigeants sont des petites personnes. Chaque fois que vous servez, ils ne sont pas grands. Quand on est grand, on va regarder ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'entreprise. Ce pourquoi on vient tous les jours, c'est l'entreprise. Parce que si l'entreprise est malade,
si l'entreprise ne performe pas, nous sommes tous en danger. Si le directeur commercial, à cause du fait que la production ne dit je ne veux pas bien donner la passe, parce que quand on fait des chiffres, on applaudit pour le directeur commercial, là maintenant on va voir. Vous savez, ça arrive. Oui, bien sûr. Et malheureusement, c'est l'entreprise qui perd. Donc chaque fois, c'est de se dire je serai au-dessus. Et là, le travail que nous on peut faire, c'est de travailler maintenant le mindset, le leadership de ces membres-là. Et de se dire, quand on se met ensemble, on a plein d'exercices. Quand on se met ensemble, on est très fort. J'ai un exercice très simple que je vais peut-être faire avec toi, ma chère Oriane, c'est de se dire, si je demande qu'on applaudisse avec un doigt, est-ce qu'on peut le faire? Applaudissons un peu. Ça ne va pas faire de bruit. Hein. Voilà. Oui. 2, 3, 4, 5. Donc, l'union fait la force. Et c'est d'amener ses collaborateurs, ses dirigeants, à se dire ils doivent travailler ensemble. Maintenant, il y a un ensemble d'exercices, mais il y a aussi le leadership du dirigeant, du DG. Il doit être en capacité, de pouvoir fédérer. Il ne doit pas être dans l'arbitraire, parce que la plupart du temps, ils pensent que diviser pour mieux régner. On a mis des dirigeants, c'est eux qui sont la cause de ces conflits. Le management par Congossa. Par Congossa. Piège. Il vient, mais tu n'as pas d'informations pour moi. Qu'est-ce qu'on dit? Comment un dirigeant peut susciter la délation? Donc, autant de choses. Donc, le dirigeant plutôt, mais par contre, s'il est au-dessus, il sait que la loi, c'est la loi. Voilà ce qu'on a dit. On avait décidé qu'on ferait ceci. Si toi, tu as fauté, voilà, c'est toi qui... Et ce courage-là, si là, je pense qu'il y aura la cohésion. La plupart du temps, dans une organisation où il y a des conflits, où il y a tout ça, il faut toujours questionner le leadership du dirigeant de l'organisation. Parce qu'il peut être la cause, volontaire ou involontaire, de la non-cohésion de son équipe. Et est-ce que, en dehors de cette cohésion-là, le fait, tout à l'heure on a parlé de l'évaluation. Oui. On fixe des objectifs de façon mensuelle peut-être ou trimestrielle, on évalue. Est-ce que ces évaluations-là aussi ne peuvent pas créer d'autres tensions, ou alors l'absence de ces évaluations-là créer aussi une instabilité ou alors une contre-performance? Non, l'absence va créer une contre-performance. C'est pour ça que les objectifs, il doit avoir des indicateurs clés de performance. Moi, j'aime bien l'entreprise. Vous pensez qu'il faut absolument faire des évaluations? Des évaluations? Oui. Mais pour évaluer, il faut déjà avoir les objectifs. Oui, il faut des objectifs, absolument. Donc, on s'est fixé les objectifs ensemble. Le directeur marketing a dit ceci, DRH a dit, DG. Donc, on a déjà, et on a mis ensemble. Et chaque mois, on évalue. On sait si tu n'es pas en train de performer. Mais la différence maintenant, c'est qu'il faut une solidarité. La puissance des CODI, des comités de direction, c'est la solidarité. Donc, il ne faudrait pas qu'on se moque de Roland, directeur marketing, qui n'est pas en train de performer par rapport au directeur technique. C'est là où il y a l'erreur. Parce que nous sommes ensemble dans le même bateau. La puissance et la première qualité d'un comité de direction, c'est la solidarité. Ce n'est pas la compétence individuelle. Non, c'est... Alors, je reviens encore, les fameux C d'une famille. C'est une famille. Premier C, c'est la coordination. Qui fait quoi? Et là, c'est le DG qui coordonne. Il dit qui fait quoi. Premier C. Deuxième, c'est la confiance. On doit se faire confiance. Parce que si je suis en difficulté, tu peux me soutenir, tu peux m'aider. Tu ne te moques pas de moi. Parce que nous sommes dans le même bateau. Donc, le deuxième, c'est la confiance. Le troisième, c'est la complémentarité. La puissance d'une chaîne se mesure par le maillon le plus faible. Donc, la complémentarité. Le directeur marketing a besoin, le directeur technique a besoin, le directeur financier. Donc, on a besoin, les uns au service des autres. On a besoin de complémentarité. Autre essai, ça sera le C de la compétence. C'est important que tu sois bon dans ton domaine. Parce que quand tu n'es pas bon, tu donnes le travail aux autres. Or, la question maintenant, c'est comment tu es arrivé à ce niveau de responsabilité. C'est ça le problème de la performance des organisations. C'est-à-dire on a nommé les gens par affinité, tribalisme, ceci et cela. Ça fait qu'on paye cash. Et il n'y a rien d'aussi dangereux que le syndrome de l'imposture. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je ne suis pas bon, et je suis conscient que je ne suis pas bon, je commence à voir Oriane comme un danger. Elle est bonne. Elle expose mes défaillances. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Je me mets à crier.
sur toi. Je rends la vie exécrable. L'ambiance est pourrie. Je crie sur les gens. En réalité, je cache mon incompétence. Je cache mon handicap. Et là, voilà, on n'aura pas de performance. Donc, le C de la compétence. Et le D, c'est le C du consensus. Parce que les êtres humains, dans leur ADN, sont conflictogènes. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Parce qu'on voit la rareté. On est dans la compétition, dans la comparaison. Alors que les fameux C que je t'ai cités. Ça fait plus d'autres C. Hein. Mais des C négatifs. Oui. On ne peut pas être en compétition des mêmes équipes. On ne peut pas être en comparaison. Puisqu'une équipe de foot, je prends le cas, on a besoin des avant-centres pour marquer. Mais pour qu'il marque, il faut que le milieu de terrain donne la passe. Oui. Et pour qu'on gagne un match, il faut que les défenseurs défendent et le gardien n'encaisse pas. Parce que si tu es un brillant avant-centre, tu marques 6 buts et que ton gardien encaisse 7, quel est le score du match? Vous avez perdu le match. L'histoire ne va même pas retenir que tu as marqué 6 buts. Vous avez vu Mbappé à la Coupe du Monde. Quand il est fâché. Alors on a donné le trophée meilleur joueur et tout. Sauf que l'équipe de France a perdu en finale. Donc il n'y a pas de médaille d'or. On peut briller seul dans une équipe. Mais si l'équipe perd, je suis désolé. Toi qui as brillé seul, l'histoire ne retient rien. D'où l'importance de l'esprit d'équipe, de la cohésion. Seul, comme le dit ce proverbe africain, on va vite, mais ensemble, on va loin. Or, le but de l'entreprise, la performance, la pérennité, c'est une course de fond et non une course de vitesse. Alors, je l'ai dit plus haut, vous êtes également auteur et le pionnier de l'impactitude. D'ailleurs, vous avez écrit plusieurs livres là-dessus, 3 sur cette question. Je comprends que le sujet vous tient à cœur. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'il y a de si spécial et de particulier pour le lecteur? Ok. On vous a dit, si vous étiez très jeune, oui, vous avez commencé à prendre un peu de l'âge. Oui. Et là, on vous sent plus mature. Ouais. Donc, oui, j'ai publié le premier livre en 2018, The Impact of One. Le Impact of One, c'était mon thème comme président mondial. Donc, le impact, pourquoi j'ai choisi le mot impact? Il faut avouer qu'à la base, j'ai quand même fait des études en marketing. Et je me dis toujours que le marketing a quelque chose de très beau, c'est que ça te permet d'être à l'écoute de ton marché et de pouvoir sortir des choses qui peuvent mieux se vendre. Donc, impact, en réalité, quand je le sors, c'était pour des agents de changement positif. C'était pour dire, nous voulons changer le monde en tant que membre de la jeune chambre, mais pour changer le monde, on doit créer l'impact. Donc, ce mot a beaucoup marché. Alors, The Impact of One, c'était la capacité que chaque individu a à pouvoir faire avancer sa communauté. Deuxième livre, maintenant, j'ai fait une déclinaison, Impactitude. Bon, un peu comme Zen Attitude et tout. C'est une philosophie qui est basée sur 3 éléments essentiels, les 3 A. Donc, développer une meilleure aptitude, donc les compétences qu'on a besoin pour pouvoir se réaliser. Et quand on parle d'aptitude ou de compétences, c'est 3 choses essentielles. C'est le savoir, donc tout ce qui est concept théorique, donc se cultiver, lire énormément. C'est le savoir-faire, être capable. Donc là, on sait qu'on est une journaliste, elle prépare son émission, elle fait. Donc on voit donc pouvoir être capable de faire quelque chose, savoir-faire, dans le plan opérationnel, pas théorique, et le savoir-être, notre comportement. C'est ça que je mets dans aptitude. Et attitude, c'est notre système de valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous habitent? Quelles sont les choses pour lesquelles nous sommes prêts à mourir? Nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Donc là, on est dans l'attitude. Et le 3e A, c'est les actions. Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité sont des hommes et des femmes qui étaient orientés action, qui ont agi. Donc l'action est au cœur de tout ce qu'on va réaliser dans la vie. C'est ce que j'ai appelé A plus A plus A égale A. Le 4e A, c'est l'altitude. Donc un peu la performance, le sommet. Donc voilà un peu la formule arithmétique de l'esprit impactitude. Et j'ai fait le tome 1 en 2020 pendant Covid et en 2022 le tome 2. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Le lecteur qui prend les 3 livres, qu'est-ce qu'il
gagne? Qu'est-ce qu'il tire de ça? Le premier livre est un livre un peu autobiographique, donc ça peut inspirer. Se dit, voilà un jeune, bon, 53 ans, il est tout jeune, je suis plus jeune. Vous êtes jeune. Donc voilà, il est né à Yaoundé, il a grandi toute son enfance à Newbel, ensuite Moutenguene. Et vous voyez, c'est des villes qui a fait toutes ses études à l'époque au Cameroun. Et après, a eu cette opportunité d'être membre d'une association, qui est une association mondiale, et est arrivé au sommet à diriger l'une des plus grandes associations de jeunes dans le monde. Donc, j'essaie de raconter ce parcours, les rencontres avec les dirigeants du monde, les anecdotes. Alors, je vais raconter ça parce que c'est assez intéressant. J'ai mis les dirigeants en deux catégories. À la fin d'un entretien, comme ce que nous sommes en train d'avoir, on a deux sentiments. On a l'impression qu'on est le garçon le plus intelligent. C'est quand il sortait des audiences avec les dirigeants du monde. Ou alors, on a l'impression qu'on est un idiot. Alors, ma chère Oriane, qu'est-ce qui a changé? C'était mes vis-à-vis. Je n'avais pas changé. C'était la même personne, la même fonction. Pourquoi? Il y a des personnes, à la fin d'une rencontre, feront tout pour vous humilier. C'est-à-dire, ils ont du plaisir à vous humilier, à vous rabaisser. Parce que le leadership se définit essentiellement par le titre et la fonction. Si vous retirez le titre, la fonction, ils ne sont rien. Donc, ils vont faire tout pour vous humilier. Et ils sont pleins dans les entreprises, dans les organisations. Tu sais qui je suis. Même moi, tu n'as pas mis professeur, tu n'as pas mis docteur, hein, et tout. Et donc, voilà. Et eux, ils vont toujours humilier. Et puis, vous avez une deuxième catégorie. Vous terminez l'audience, ils font tout pour vous célébrer. Il y a eu le Dalai Lama, le pape Benoît XVI et tout. Je veux dire, des rencontres, vous terminez. Ah, mais comment vous faites, mon fils, pour faire le tour du monde? Alors qu'ils ont. Tu vois, mais c'est intelligent. Comment vous faites pour faire autant de voyages? Et tout. Ils connaissent. Donc, ils vous valorisent. Donc, voilà les deux catégories. Ça fait que ça m'a toujours marqué. Quand je rencontre un dirigeant, je vois quel type de dirigeant il est. S'il passe le temps à vraiment à insulter ses collaborateurs, à dire des mauvaises choses sur ses collaborateurs, moi je commence à m'inquiéter un peu. Et je fais le choix de ne pas travailler avec un dirigeant comme ça, parce qu'il est un problème pour son organisation. Oui. Parce qu'il vous appelle souvent alors qu'il est le problème de son organisation. Alors le premier livre, c'était l'autobiographie. Oui. Et le deuxième, maintenant, il a fallu donner des outils. Et là, le président de Siaka m'a fait l'honneur, il a accepté de préfacer. Donc c'est en trois parties, comme j'ai dit. C'est une démarche qui consiste à se dire quelles sont les aptitudes que vous avez besoin au quotidien pour pouvoir être leader. C'est quoi? Donc vous le mettez. Deuxième, j'ai énuméré un ensemble de comportements qu'on doit avoir au quotidien si on veut être un leader d'impact. Et troisième, les différents types d'actions qu'il faut mener au quotidien. Donc c'est un peu ça le livre. C'est un livre qui est un outil. Et il y a l'analyse ERAI, en début d'émission, on l'a dit, c'est de se dire, chaque fois, on sort avec les outils. Quand tu termines la lecture, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Donc qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce que je vais réduire? Qu'est-ce que je vais améliorer? Et qu'est-ce que je vais commencer à faire? Il y a toujours, à la fin de ce processus, des outils, parce qu'il faut toujours des outils. Alors, vous parlez beaucoup d'impact, de boost, de motivation. Et à bien regarder, tout ceci rentre dans le leadership. Tout à fait. Je sais que vous êtes formateur en leadership. Alors, moi, personnellement, et peut-être d'autres femmes comme moi j'ai un problème. Le mot leadership, il est au masculin. Oui. Pourquoi chaque fois, quand il s'agit de femmes, vous mettez leadership féminin? Bon, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement. Non, en général, on va dire le leadership féminin, comme s'il y a quelque chose. Le leadership, c'est le leadership. Non, on est d'accord que le leadership, c'est le leadership. Maintenant, peut-être on a voulu donner sa spécificité. Par exemple, on va parler de leadership associatif, du leadership politique, du leadership économique, du leadership spirituel. Mais une chose est sûre, je suis d'accord, leadership is leadership. Maintenant, c'est des spécificités. Et il faut reconnaître que la femme n'est pas l'homme. L'homme n'est pas la femme. Et qu'il y a des spécificités qui font qu'on peut parler de ce type de leadership. Mais vraiment au niveau de la spécificité. Mais on est tous alignés, et je suis de ton courant de pensée, qu'on ne peut pas... Il n'y a pas... Oui...
si on est un bon leader, on est un bon leader, homme ou femme. Maintenant, reconnaissons quand même qu'il y a une spécificité féminine. Et c'est peut-être sur ça que ceux qui développent ce concept veulent s'appuyer, je pense. Alors, je m'adresse aussi à vous, je parle du féminin parce que vous êtes un ambassadeur E4She. Oui. Sur quoi s'adosse cette mission? Quelle est la motivation? C'est quoi le but? Hier, là, je pense en 2010, ONU Femmes lance un concept des hommes qui font le plaidoyer pour soutenir les femmes, la cause féminine, dont des hommes. Donc, he, for she, c'est il pour elle. Oui. Donc, il pour elle. Le pour ici, soutenir. Et au Cameroun, le he for she a été lancé en 2016. Et le gouvernement camerounais et ONU Femmes Cameroun a fait l'honneur d'être le conférencier, le discours inaugural. Oui, le premier ministre était, je pense, Philemon Yan. Avec près de 30 ministres, nous avons lancé cette initiative E4She. Alors, le E4She, c'est vraiment des hommes qui soutiennent. Et on le fait. Quand on a lancé notre cabinet, 2 ans après, on a lancé notre fondation. Et dans cette fondation, on a 2 piliers ou 2 axes stratégiques. Les jeunes. Donc on a les académies des jeunes, le leadership des jeunes. Là, je sors de Bamako. Là, on est sur 4 pays avec les académies des jeunes. Au Cameroun, on est déjà à plus de 10 ans, 10 éditions, Académie des jeunes. Mais on a le programme Nyango d'Impact. Donc, tous les trimestres, on regroupe les femmes, on invite des femmes, modèles, pour pouvoir échanger sur des thématiques. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'autonomisation, comment faire des business, ça peut être même la santé mentale, ça peut être comment équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Donc, il y a vraiment des discussions. On le fait. Et ça, pour montrer notre engagement. Mais je ne peux ne pas sortir, c'est-à-dire de cette thématique, surtout qu'on est à la veille du 8 mars, sans parler de 3 femmes qui ont marqué ma vie. Et pourquoi je soutiens les femmes. La première femme, c'est ma maman. C'est une femme qui s'est mariée à 15 ans et m'a accouché à 16 ans. A fait 10 enfants. Aujourd'hui, je pense qu'elle a 27 petits-fils et les 10, nous sommes mariés. Mais c'est une femme aussi que j'ai vue se lever tous les jours à 4 heures pour faire des beignets haricots en tant que son premier fils. C'est une femme pieuse qui nous demandait de prier, sa foi, crainte de Dieu. C'est une femme qui a été extrêmement généreuse, qui a perdu sa grande sœur très tôt et devait récupérer ses enfants. Donc on a gagné une maison, non seulement elle avait ses 10 enfants, mais il y avait mes cousins, donc on était près de 19. Dans 2 chambres, un salon, et qui ne faisait pas la différence entre nos cousins et nous. Pas de différence. Plutôt, je le dis en tant que son premier fils, il y a eu des moments où moi je me disais, est-ce que c'est normal? Parce qu'on avait l'impression que les autres avaient même plus d'avantages que nous. Mais c'est une femme enfin qui a su, dans cet élan de générosité, encadrer d'autres personnes et être modèle. Donc moi je veux, parce que chaque fois on célèbre, hein, je regarde cette femme, 10 enfants, il faut le faire. Et je me rappelle, tout enfant, elle pouvait accoucher aujourd'hui et 2 jours après continuer ses beignets haricots. Et elle nous dit tout, c'est une grâce parce que maintenant pour avoir une grossesse, il faut dépenser autant d'argent, il faut faire autant de visites. Je ne sais pas quand elle faisait ses visites. Je dis, moi je vois seulement, on était comme des Daltons, c'est-à-dire pam, 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 pam. Donc moi je tenais vraiment à célébrer. Et cette histoire, c'est l'histoire de tous nos moments. Si tu parles de ton moment, ça sera la même chose. C'est rendre, parce que quand on dit chaque fois, on va célébrer les femmes, on a l'impression que c'est ces grandes dames qui passent à la télé et tous nos moments. Et pour prendre aussi le cas du Cameroun, 85% de notre économie est informelle. Oui. Et dans ces 85% de l'informel, les femmes représentent plus de 100%. Marché Sandaga, marché Mokola, elles se réveillent à 4 heures, vont dans des villages, prendre les vivres dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer, pour nourrir. Et ça, elles doivent être célébrées. Pour moi, donc, il faut célébrer ces femmes-là, qui ont tenu, quand dans les années 80, fin 80, l'économie était à terre, l'économie est devenue informelle, c'est ces mamans, ce sont ces femmes. La deuxième femme que je voudrais rendre hommage, c'est mon épouse. Je suis à 98 pays visités. Et au Cameroun, même quand je suis au Cameroun, chaque week-end, j'ai des sessions de formation. C'est-à-dire, en 23 ans de mariage,
je n'ai pas passé même 13 ans à la maison, toujours parti. Si vous n'avez pas une femme qui est compréhensive, qui vous soutient, qui vous accompagne et qui est là pour l'éducation des enfants, je pense que ça sera la catastrophe. C'est pour ça que j'ai ce proverbe africain que je ne m'amuse pas. Écoutez, une femme, c'est un peu comme la ceinture autour d'un pantalon de l'homme. S'il n'y a pas cette ceinture, le pantalon va tomber. Et troisième personne, fille et femme, c'est notre fille. Depuis 6 ans et demi, notre fille a été diagnostiquée d'une maladie rare. Et elle a passé 3 mois en soins intensifs, le fameux couloir de la mort. Et quand elle avait commencé à s'exprimer, je ne vais jamais oublier, c'était « Papa, ça va aller ». Moi, je voudrais célébrer sa résilience. Elle est sortie de cette expérience où je suis chaise roulant après 1 an d'hospitalisation. Qui était à côté d'elle? Mon épouse, qui a sacrifié sa carrière professionnelle, son confort pour aller être avec l'enfant 1 an à l'hôpital. Moi, papa, je ne peux pas. Donc c'est pour... Et aujourd'hui, cette fille, elle est positive. Elle croit, elle a ses rêves, elle a ses projets, malgré le fait qu'elle soit consciente de sa maladie. Donc, moi, ces 3 femmes me permettent de dire que la femme a quelque chose de magique. Non seulement l'homme, le mâle, on doit protéger nos femmes, nos mamans, nos épouses, nos filles, mais surtout leur donner davantage de moyens. Il y a 2 piliers pour le développement des pays africains où on a un peu échoué. On ne fait pas beaucoup confiance aux femmes. Regardez nos prisons, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, regardez bien, c'est les hommes. Alors qu'une femme, si elle a un poste de responsabilité, avec très peu de moyens, elle va faire des choses extraordinaires, même pour combattre cette histoire de corruption. Vous savez, nous les hommes, quand on pique cet argent, 10 maîtresses, donc mieux vaut donner directement à la personne et tout. Donc j'ai voulu faire cette parenthèse pour célébrer et dire, vraiment nous les hommes, célébrons nos épouses, célébrons nos mamans, célébrons nos soeurs, nos collègues, femmes, respectons, ce n'est pas la violence. La force là que Dieu nous a donnée, c'est pour protéger, ce n'est pas pour taper. Et protégeons. Une société qui ne va pas protéger la femme, c'est une société qui va disparaître. Protégeons la femme, protégeons la famille, parce que c'est là où on éduque. C'est pour ça que, et pour sortir, anecdote, quand un jeune vient me voir, parce qu'on accompagne énormément les jeunes, s'il me dit qu'il est orphelin, je demande père ou mère. Parce qu'il y a une différence. Quand tu es orphelin de père, tu es orphelin, mais ce n'est pas grave. Parce que moi, elle va se lever à 4 heures, comme elles font là, et pour payer tout ce qu'elles font là, c'est pour envoyer les enfants à l'école. Hein. Tout là, tout ce que vous voyez les mamans là, à 4 5 heures. Mais quand il me dit qu'il a perdu sa maman, je dis, ah, celui-ci, c'est un orphelin. Il faut vraiment l'aider. Parce que quand tu n'as plus ta mère, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. J'ai voulu, vraiment avec ta permission, peut-être sortir un peu de l'émission pour faire ce témoignage c'est pas à ces sorti, femmes, puisque... et remercier et célébrer la femme. Ce n'est pas le 8 mars, il faut célébrer la femme toute une vie. D'accord, c'est pas une sortie de l'émission, puisqu'on est... Vous êtes ambassadeur Iforchi, je pense que ça c'était un vrai plaidoyer, le casting n'était pas mauvais. Merci. Et vous avez les éléments pour... Alors, je voudrais qu'on parle donc de ce leadership féminin. Là, vous avez commencé à le dire. Je veux comprendre un peu sa place dans notre société, sa spécificité et surtout son importance dans une société comme le Cameroun. Merci. Je pense que déjà, la spécificité, c'est que c'est un leadership qui est basé sur la résilience, mais qui est aussi basé sur la transformation, de par le fait que Dieu a voulu qu'elle soit comme ça. Vous savez, une femme, vous donnez le sperme, elle fait un enfant. Enfin, oui. Avec 2000 francs CFA, elle part au marché, elle te fait des achats. Je ne sais pas comment elle fait. Ça, c'est reconnu. Nous, les hommes, on reconnaît ça. C'est si on dit à un homme, va faire les courses. C'est le mot de tête. L'argent ne va pas suffire. Comment? C'est pour ça qu'on dit en anglais, she manage. Elle se débrouille, elle gère, elle gère. Autre spécificité, c'est que elle pense toujours, elle est comme le grenier. Elle n'est pas trop dépendante. C'est-à-dire, elle va toujours vouloir, c'est pour ça qu'elle va te dire, achetons un terrain. Il faut qu'on construise. Et les hommes, moi j'ai les amis, et nous tous, à peine la maison n'est même pas terminée, tu pars en mission, tu rentres, elle quitte elle est à la maison. L'homme, lui, il peut te dire, je vais terminer la maison, mais ça a fait 5 ans. Vous allez en mission, vous rentrez, la femme a déménagé. C'est votre épouse, je parle. Elle est entrée dans une maison qui n'est pas terminée. Ça,
c'est la femme. Donc la femme, elle bâtit, elle construit, elle est prête à des sacrifices incroyables. Dieu a voulu qu'elle soit comme ça. Et aussi, sa spécificité, c'est qu'elle a un sixième sens. Elle peut ne pas faire des études de marché en business. Je l'ai vu aussi, ça, c'est témoignage personnel. Si elle commence à te dire de la faire, si elle ne sent pas la faire là, fais gaffe. Dieu a donné ça. Et on a vu les plus grands assassinats des dirigeants. Regardez bien, la plupart du temps, les épouses avaient toujours dit, soit on ne part pas au théâtre, soit on ne sort pas, soit couvre. Il y a eu toujours, madame dit toujours un truc. Mais nous, les hommes, on écoute. Donc, la spécificité, voilà. Maintenant, sa place, je suis désolé, ma chère Oriane, elle n'a pas une place significative. C'est dommage. C'est dommage parce que je continue à penser, s'il y a peut-être 40 ministres, moi j'irai pour 20 femmes ministres. Pas parité parce qu'on a dit, donner. Elles savent gérer. Elles volent moins. Je vais être cru, elles volent moins. Et en plus, elles ont une capacité de résilience. Face à l'adversité, à la difficulté, elles encaissent de choses. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous allez voir l'homme meurt avant la femme. Et regardez les veufs. Un homme qui perd sa femme au troisième âge, quelque temps après, elle part. Mais la grande mère, comme on dit, elle va rester. Parce que la socialisation, elle a d'autres éléments qui permettent qu'elle soit très forte. Elle est fragile peut-être sur le plan physique, mais sur le plan, je pense, du mental. Oui. Il faut respecter. Peut-être le fait qu'elle donne vie. Parce que donner vie, ça a été démontré scientifiquement. Le niveau de la douleur est tel qu'elle a déjà tout vu. Et donc, voilà. Moi, je pense que le rôle, c'est faire un plaidoyer au niveau des dirigeants politiques, donner davantage de responsabilités aux femmes. Ça, c'est donner. Vous avez tout à gagner. Et le pays, peut-être, qui peut être comme un modèle, c'est le Rwanda. Le Rwanda a vraiment... Le président Kagame a vraiment fait ça. On peut reprocher au président Kagame plein de choses, mais là, il a fait confiance aux jeunes et aux femmes. Je pense que le rôle et la place, je pense qu'elle n'a pas encore la place qu'elle mérite. Mais cependant, sur le plan informel, comme c'est une économie souterraine, on ne voit pas trop... Elle ne fait pas ombrage, en fait, à... C'est mon avis. Hein. On les laisse dans ce couloir-là parce qu'elles ne font pas ombrage aux hommes qui sont directeurs, du moins tous ces grands cadres-là. On dit, bon, ça va, Bayam Salam, c'est pas très grave, sans comprendre que si elle n'est pas là, on n'a rien sur la table. On n'a rien sur la table. Donc peut-être c'est de restructurer, de mieux accompagner et de voir comment même injecter. Et vous savez, les femmes, en plus ça a été démontré, vous faites un prêt, elle rembourse, hein. Elle a peur d'abord pour prendre. Mais l'homme peut prendre, il te regarde et, comme on dit, il trace. Il s'en va au Canada pour blaguer. Okay. Donc voilà, autant de... Je pense que je peux parler de ces femmes, de ce leadership jusqu'à demain. Alors, vous savez pas, il faut restructurer, il faut recadrer. Oui. Qui, à ce moment-là? Non, là c'est l'État. C'est l'État. L'État, le gouvernement. Pour être très clair, le gouvernement. Et là, ça doit être une vision. On peut dire, par exemple, je donne un cas, on dit, si le gouvernement, il y a 25 ou 30 ministres, on fait 50-50. Vous allez voir. On peut aussi dire que, les postes de direction des entreprises étatiques, 50% on donne aux femmes. On peut dire, par exemple, au niveau du Parlement, 50%. Mais là, sauf que le Parlement, ça ne sera pas décrété. Encourager les partis politiques, oui, et tout. On peut aussi dire que l'économie, 85% de l'économie étant informelle, que ce sont ces dames-là, on peut mieux les former, mieux les structurer, les coopératives, et injecter de l'argent, plus d'argent, parce qu'il faut voir le mode de transport. Réticent quand on veut leur donner des crédits, par exemple. Parce qu'elles ont parfois de bonnes idées, mais pas de financement. Oui, parce qu'elles n'ont pas de titres fonciers. Ça devient compliqué pour avoir un prêt à la banque. Oui, l'économie formelle les met à côté. Voilà. S'il faut aller dans le formalisme, c'est ce qu'il dit. Donc on peut trouver un mécanisme, si on veut vraiment, pour les accompagner. Parce que si elles sont davantage dynamiques, si elles sont davantage performantes, ça ne peut que tirer le pays vers le haut. Alors, quand on vous écoute, on comprend très bien que on ne devrait plus être cantonné dans
égalité des sexes, parité, autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on nous parle d'investir en faveur de la femme. Moi, le mot faveur déjà me dérange un peu dans ce thème-là. Alors, pour sortir, on va y aller rapidement. Malgré tout ceci, tout ce que vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la femme ne soit plus comme une éternelle assistée? Lorsqu'on connaît tout ce qu'elle peut faire, on connaît son potentiel, on connaît ses valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pose la question à l'ambassadeur Iforchi. Il faut tout simplement faire confiance à la femme. Attention, moi, je vous ai parlé de ma maman. Montrez-moi vos 20 doctorats. Une femme qui fait 10 enfants, qui se lève tous les jours, 4 heures, fait baigner haricots, envoie ses enfants à l'école. Qu'est-ce que vous voulez encore? Imaginez qu'elle avait plus de moyens, ce qu'elle aurait pu faire. Déjà, bravo et merci, maman, pour ce que tu as fait. C'est ce que j'ai dit, donc, donnons plus de moyens, allons vers cette économie souterraine, on la restructure et on donne les moyens financiers. C'est dit pour cette... Et maintenant, sur le plan des entreprises para-publiques, plus de femmes au poste de dirigeantes, dont je parle des DG, plus de femmes DG, plus de femmes ministres. Là, c'est des décisions purement politiques. Et maintenant, on injecte l'argent, beaucoup d'argent, dans le secteur informel, où elles sont majoritaires. Pour moi, voilà 3 actions. Plus de femmes dans le gouvernement, plus de femmes postes de direction. On a par exemple 10 universités d'État, combien sont recteurs? Je donne des cas. Donc, plus de femmes, maintenant plus d'argent dans l'économie informelle, pour que vous avez vu les voitures, regardez, allez à Sana, vous faites des reportages, regardez dans quelles conditions, mais elles le font avec tellement de sourire, de bienveillance et de résilience. Si on soutient... C'est la vision qu'elles ont. Pourquoi? Pour les enfants. Un point, c'est tout. Donc voilà, elles le font pour les enfants. Merci beaucoup, Roland Koumen, d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir donné toutes ces idées-là. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.